Exactement ça. Donc je vois qu'il y a le relève qui est là, puisque ton prénom c'est Maxence, on ne se connaît pas tous encore. Maxence, c'est la 6e génération depuis Alfred. Moi étant de la 4e, donc un vieux. Par il y a quelques-uns des descendants d'Alfred qui sont dans la salle, et dont certains d'ailleurs m'ont accompagné sur place lors de cette aventure que je vais vous raconter. En fait, tout ça commence au Havre. Au Havre, en 1840, lorsqu'après 2 mois d'attente, pour après avoir chargé un bateau qui s'appelait la Delphine, le bateau va appareiller tout début avril, le 31 mars en fait, pour aller passer le Cap Horn, qui était quelque chose qui était assez rare à l'époque. C'était le début des voyages des grands caporniers français. Et ce navire partait pour Valparaiso, pour aller ensuite à Lima. Il devait d'abord décharger sa cargaison à Valparaiso, puis aller à Lima pour charger une autre pour la livrer en France. C'était du salpêtre. Et il y avait à bord 16 hommes d'équipage et 4 passagers. C'est un trajet classique en fait que font les caporniers à l'époque. Et d'ailleurs Alfred de faire partie de cette première aventure, puisque c'était très très rare de pouvoir embarquer sur ce type de bateau. Le Cap Horn et le commerce le long de la côte chilienne américaine et du Sud est libre à de la navigation espagnole depuis assez peu de temps, depuis que la République du Chili est née. Avant, il y avait une domination espagnole qui empêchait les Anglais et les Français de faire du commerce sur cette route-là. Donc là, vous voyez sur la gauche un premier document important. J'ai travaillé avec un ensemble de scientifiques et d'historiens et d'archéologues pour comprendre l'essence même de ce voyage. Il faut savoir que ce livre est parvenu jusqu'à moi assez récemment. Et on se demandait tous dans cette famille, qui connaissions l'histoire depuis les années 60, ce à quoi pouvait bien ressembler la Delphine. Et on ne savait absolument pas jusqu'à très très récemment, puisque c'est en 2020 que ce document a été trouvé par le conservateur du musée de la Marine de Saint-Tropez, et qui est un acte de vente de la Delphine quelques jours avant son départ, et qui détermine sa taille, son tonnage, etc. Donc évidemment, on en savait un peu plus sur le bateau, et grâce à ça, je suis allé, avec tout ce détail-là, dans un musée qui est formidable. Je vous engage à y aller un jour si vous pouvez, à Bordeaux, qui est un musée de la marine privée, de maquettes de bateaux. Et je suis tombé en arrêt, parmi les centaines de maquettes qu'il y a, et c'est pas des petites maquettes, celle-là doit faire 2 mètres. Je suis tombé en arrêt devant ce bateau qui, à mon sens, ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce que pouvait être ce petit 3 mâts de 30 mètres, qui s'appelait donc la Delphine, et qui a changé de main au dernier moment, ce qui a été un problème pour Alfred, puisqu'il avait été engagé par le capitaine précédent, et il s'est dit, bon, c'est pas grave, je reste quand même, parce que l'aventure est trop belle. Alors l'idée, c'était quoi? C'était d'aller passer le Cap Horn, vous voyez, avec l'aide d'une carte marine de l'époque. J'ai retrouvé la carte précise avec laquelle il naviguait, qui était la vieille carte anglaise de 1820, qui est celle-ci. Et donc vous voyez qu'elle est moyennement précise, et vous verrez à quel point par la suite. Et donc ils vont descendre, ils passent par les Canaries, et puis ensuite par les Malouines. Et c'est à la hauteur des Malouines où il va y avoir un phénomène assez rare, qui est le feu Saint-Thème, qui va se mettre dans les mâts, qui sont un peu des éclairs et des boules de feu, qui est observé par les passagers et par les équipiers d'une manière un petit peu extraordinaire. Les vieux de la vieille qui étaient à bord leur disant « Ah, ça c'est un présage très très bon. » On y croit, on n'y croit pas, mais bon, après ça, ils sont allés passer le Cap Horn. Alors pour ceux qui n'ont pas passé le Cap Horn, comme moi, qui ne l'ai pas passé d'ailleurs, voilà un peu à quoi ça peut ressembler potentiellement. Je crois qu'il y a un marin de la marine chilienne dans la salle qui a dû affronter ce genre de choses par la suite, dans le passé. En fait, après avoir passé le Cap Horn, eh bien, il remonte tranquillement le long de la côte, enfin assez loin de la côte, pense-t-il, pour aller livrer justement à Valparaiso. Et les conditions météo ne sont pas extraordinaires, il y a beaucoup de vent, il y a un petit peu de houle.
Enfin, quand je dis un petit peu, comprendre que c'est quand même beaucoup pour nous. Et puis, à minuit, un jour, une nuit, capitaine, montez vite, la Terre. C'est quand même inattendu de trouver la Terre déjà, d'autant plus qu'il se pensait vraiment à des dizaines de kilomètres de la côte. Et en fait, pas du tout. Ils vont couler. Ils vont couler sans savoir où ils sont. Il fait nuit noire, il n'y a pas de lune. Il y a un temps épouvantable. Ils sont baladés d'un rocher à l'autre en passant sur les rochers. La première ancre lâche, la deuxième ancre lâche. Leur chance est qu'une énorme vague va les emmener, va les poser sur un premier rocher, là où la coque va se détruire. Et une deuxième vague va leur faire passer ce rocher, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient être complètement détruits pendant la nuit. Et ils vont dériver un petit peu pour aller s'échouer sur un banc de sable un peu plus loin. Il fait nuit, ils se mettent tous dans une chaloupe, au pied du bateau, pour attendre le matin. Et au matin, sous la neige, ils voient à environ 1,5 km une plage, une belle plage de sable blanc qu'on adorerait avoir si elle était sous les tropiques. Et ils se disent, bon ben voilà, il n'y a pas 36 choses à faire, il faut y aller. Je reviens 2 secondes sur leur trajet. Donc vous voyez, la partie verte, c'est la partie qu'ils vont faire jusqu'au moment du naufrage, avec à droite la carte de l'époque et à gauche la carte actuelle. Donc évidemment beaucoup plus précise qu'à l'époque. C'est-à-dire que pourquoi on dit retour à Campana alors qu'en fait l'île ne s'appelle pas Campana. Campana à l'époque, donc en 1840 et enfin en 1820 puisque la carte date de 1820, Campana c'était tout ça. Et Campana, pour eux, c'était une seule île. Sauf que Campana, c'est un archipel qui est immense, qui est ici, et qui est découpé de centaines d'îles. Donc, Alfred l'a appelé Campana. Ils vont couler, donc pas un mort évidemment, et se réfugier sur la plage. Pendant quelques semaines, ils vont pouvoir aller chercher pratiquement au quotidien ce qui reste de l'épave qui n'est pas encore complètement sombrée, pour se faire un camp de base et pour sauver tout ce qui est sauvable. Parce que, évidemment, c'est l'île qui est très belle, n'est pas très hospitalière en fait. Et il faut savoir qu'il peut y avoir des vagues de 6 à 9 mètres qui vont déferler sur la plage, donc c'est pas le meilleur endroit non plus où rester. Donc pendant quelques semaines, ils vont pouvoir faire des allers-retours, sauver l'essentiel, des fusils aussi, pour pouvoir chasser éventuellement. Mais ils ne savent toujours pas où ils sont, ils ne savent pas quelle est cette île et comment ils vont pouvoir s'en sortir. Alfred, c'est lui. Voilà, Alfred, c'est lui quand il a 38 ans. Lorsqu'il vit cette aventure, il est le jeune lieutenant de bord de la Delphine et il a 21 ans. Donc il est tout jeune marin, il est déjà lieutenant, il a été nommé lieutenant à 17 ans. Il va devenir capitaine encore par la suite. Et il va, lorsqu'il va revenir, puisque si nous sommes tous là, c'est qu'il est revenu, eh bien, lorsqu'il va revenir, il va écrire son histoire, d'abord sous une forme d'une lettre à un ami, où il va raconter toute son aventure, qu'il a écrite vraisemblablement lorsqu'il était à bord du bateau qui va le ramener en France. Et puis, tout ça va sommeiller pendant des années. Lorsqu'il va avoir 38 ans, il va se marier, il va laisser derrière lui sa carrière de marin, puisqu'entre-temps, il a été un grand capitaine en cours, il a eu des gros bateaux qui ont fait plusieurs fois le tour du monde, en passant par la Chine notamment. On a d'ailleurs des écrits dans ce sens. Et puis, à la fin de sa vie, un drame familial va faire qu'il va perdre un de ses fils, qui va être emmené en mer par une lame alors qu'il partait donner une conférence au Canada. Et ça lui réveille des souvenirs, et il se dit, mais moi j'ai quand même vécu une histoire incroyable, et je devrais raconter cette histoire pour que mes descendants puissent s'en inspirer sur qu'est-ce qu'on fait dans l'adversité. Et ce manuscrit va dormir des années. Dans les années 60, 1960, mon père, sans doute principalement, mais va trouver le manuscrit chez l'un de nos cousins éloignés, qui est arrivé dans cette famille-là, on ne sait pas trop comment non plus, enfin on a quelques suppositions, et mon père qui était marin également, va adorer l'histoire et décider, mon grand-père, d'éditer à compte d'auteur un petit fascicule qui s'appelle Le naufrage de la Delphine, qui est la retranscription exacte du manuscrit,
de manière à ce que les gens dans la famille, nous étions que 250 à l'époque, puissent chacun avoir leur exemplaire pour le lire lorsqu'on est en âge de le lire. Et c'est comme ça que j'ai eu mon exemplaire, que je n'ai lu que plus tard, à l'adolescence. Entre-temps, bon, mon père a disparu, c'est pour ça que je ne l'ai pas eu plus tôt dans mon bouquin, mais entre-temps, là vous me voyez lorsque j'avais un tout petit peu plus que Maxence, mais à peine plus, hein, je crois que j'avais 10 ans. Et j'habitais au bord de la Seine, au Vésinet, et il y avait en face de chez moi une île sur laquelle passe le pont qui va à Saint-Germain avec le RER. Et en fait, à l'époque, avec des copains, on adorait aller visiter cette île parce qu'on était bercés par les histoires extraordinaires d'aventure et d'exploration. Et on traversait, là il ne faut pas le faire, on traversait sur la voie de chemin de fer à toute vitesse, on courait 100 mètres, j'ai mesuré sur Google Earth récemment, on était complètement exténués à l'arrivée, et puis après c'était formidable, on pouvait explorer l'île et on imaginait trouver des trésors. Je ne savais pas que mon trésor et mon île mystérieuse, en fait, serait celle-là, qui est celle que je m'étais promis de visiter lorsque j'ai eu 15 ans et que j'ai lu les manuscrits qui avaient été retranscrits. Et quand j'ai refermé ce manuscrit, je me suis dit, bon, ça un jour, moi, je vais y aller. Voilà, j'aurais mis 45 ans pour y aller, mais voilà. Là, voilà, donc l'île d'Alfred, la fameuse île dite Kampala, mais elle n'a même pas de nom, cette île d'ailleurs. Elle est détachée de l'île qui est plus grande, avec les grands monts derrière. Elle est au pied de la cordillère des Andes, donc cette belle plage que vous voyez, elle fait 2,5 km de large. Elle est exposée au sud, elle est sur le Pacifique, ouverte sur le Pacifique. Et là, la chance de cette image, j'avais un drone avec moi, c'est que le jour où j'y étais, eh bien, on a eu ce temps qui est quand même assez rare, enfin, nous confirmera la personne qui connaît bien la région. Et j'ai pu envoyer le drone à 4 km pour pouvoir avoir l'ensemble de l'île dans l'image et à une altitude suffisante pour pouvoir comprendre. Et ce qui est merveilleux, c'est évidemment de pouvoir découvrir l'environnement dans lequel elle évolue. Alors tout ça, c'est pas fait en un jour. C'est que cette histoire-là, donc comme je l'ai dit, elle a été écrite sur ce manuscrit. Ce manuscrit, il est passé de main en main parce que mon père était mort. Mon grand-père l'a d'abord donné à un premier de ses fils qui est mort, etc. Puis il était assez nombreux. Et le dernier qu'il a eu en sa possession était Dominique Prel, qui était passionné aussi du monde marin, qui était un grand architecte naval et qui, en 2019, se sentait pas très bien. Et juste avant de mourir, a demandé à son fils Jérôme, que vous voyez sur la photo là avec moi, s'il était d'accord pour m'offrir ce manuscrit pour que je puisse continuer à avancer dans mes recherches. Je n'avais pas vraiment besoin physiquement du manuscrit, mais c'est vrai que c'était très important tout de même de pouvoir voir s'il n'y avait pas d'erreur, s'il n'y avait pas des choses qui manquaient. Et puis ensuite, il y a eu d'autres personnes qui se sont greffées à l'aventure. Et donc il y a Christophe Paulet en haut à gauche, là, qui est un archéologue sous-marin franco-chilien, qui m'a beaucoup aidé. Christian Donoso, qui est un explorateur chilien, qui connaît parfaitement bien cette zone et qui m'a aidé à anticiper le voyage. Il y a Alfredo Prieto, qui est un archéologue également, qui est grand spécialiste des ethnies Kaweshkar notamment. Pedro Puchante, qui lui est un spécialiste de la plongée et de la reconnaissance des épaves immergées. Yvonique et Brigitte Lecoat, qui sont les deux grands spécialistes sur les cacorniers en France. Et puis Laurent Pavlidis, qui est le conservateur du musée de la Marine de Saint-Tropez, qui et tous, autant qu'ils sont, ont concouru à m'offrir des informations que je ne connaissais pas. D'autant plus que la région est bercée de conditions météo qui ne sont pas extraordinaires, comme vous verrez cette capture d'écran que j'ai faite. Covadonga, c'est donc l'île qui est juste derrière la petite île que vous avez vue. Vous voyez à peu près les vents et les vagues. Vous voyez, là, ce jour-là, il y avait des vagues dans cette région qui n'étaient pas enviables. En tout cas, il valait mieux éviter de fréquenter. Donc, une fois qu'on a fait l'enquête, donc de 2019 à 2021, qu'on a supposé quelle était la bonne logistique pour y aller, eh bien, grâce notamment à Christophe Paulet, qui a fait vraiment l'interface avec le Chili, lui était basé à Santiago à cette époque-là. Il a fallu trouver la logistique. On n'a pas eu de chance. La première logistique qu'on a trouvée, et on était partant, c'était en 2020, et il y a eu le Covid. Donc 2021, le Chili était encore bloqué par le Covid, donc on ne pouvait toujours pas y aller.
Et donc, heureusement, en 2022, ça s'est débloqué. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que c'est le jour de mon arrivée au Chili. Alors, n'y voyez pas une raison, mais que ce jour-là, en fait, il y a eu les levées sanitaires au Chili. C'était en début septembre 2022, si je me rappelle bien. Donc, on a trouvé une formidable logistique qui est à. Comment ça s'appelle Punta Arenas Puerto Natales, voilà, merci beaucoup. Qui est un bateau dit d'exploration, en fait, comprend un bateau de pêcheur transformé en bateau d'exploration, avec rudimentaire, mais avec des gens très sympas à bord qui ne connaissaient pas l'histoire. Il faut dire que le Chili ne connaît pas encore véritablement cette histoire, à part ceux que j'ai croisés jusqu'à présent. Et donc on a embarqué sur ce bateau, l'idée étant de pouvoir y aller aussi avec quelques autres descendants d'Alfred, de la famille, puisque tous, autant que nous sommes, nous la connaissions cette histoire, et beaucoup avaient envie de s'y rendre. Donc certains m'ont accompagné à ce moment-là. Après avoir pu sortir du port de Puerto Natales, qui heureusement on a réussi à sortir au dernier moment avant qu'une tempête nous bloque et nous bloque à l'intérieur du port pour quelques jours, et bien on était parti pour l'aventure sur ce bateau, en sachant que pour rejoindre l'île d'Alfred, et même le capitaine ne connaissait pas vraiment le moyen d'y aller, personne, en fait, il faut comprendre que depuis 1840, personne ne s'est rendu sur cette île. Et avait évalué le temps de navigation à 3 jours pour y aller, jour et nuit sans s'arrêter, à travers les fjords, puisque la navigation en haute mer, enfin, elle n'est vraiment pas du tout conseillée. Donc en fait, à travers ce délai de fjords sublime, donc vous voyez un exemple ici, on a pu naviguer vers l'île. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on s'était tous préparés, tout le monde m'avait demandé, mais alors, quelles sont les conditions météo qu'on va rencontrer? J'ai dit, bah, épouvantable. La Bretagne à côté, c'est rien, il pleut tous les jours, il fait froid, et voilà. Donc, première journée de voyage qui s'annonçait bien, qui était chouette. Vous les voyez là, tous, autant qu'ils sont. Tous les descendants d'Alfred sont sur la photo du bas. Vous voyez Christophe Paulet qui veille au grain pendant ce temps. Et puis on va traverser des décors magnifiques avec, comme par exemple des icebergs, des glaciers, etc. Vraiment, c'est une région du monde, mais qui est, à mon sens, exceptionnelle. J'en ai vu quelques-unes des régions, et vraiment celle-là, elle est incroyable. Donc on va continuer notre petit périple pour aller vers là-bas. Lorsqu'on a besoin d'eau, c'est pas très compliqué en fait, il suffit de s'arrêter à flanc de colline et puis de déployer quelques tuyaux, comme vous voyez là, c'est le capitaine qui fait le plein des réservoirs d'eau. Et puis on peut continuer notre voyage tranquillement. Vraiment un voyage confortable alors que je pensais que ça allait être l'enfer. Cependant, en se rapprochant de l'île, les conditions météo se sont un peu dégradées. Alors que pour nous, en fait, l'idée c'était on arrive, on repère, on débarque, on en profite, c'est génial, on regarde tout ça et on repart avec des souvenirs, c'est extraordinaire. Alors donc on essaye. Et on essaye, et là vous voyez sur cette image en haut, les quelques-uns qui étaient là. Vous ne reconnaîtrez pas Loïc qui est dans la salle avec son bonnet rouge, ses grandes lunettes. Je crois que Henri qui est dans la salle aussi est au milieu. Vous voyez mon plus grand fils, qui est la deuxième photo, en partant de la droite, qui est complètement dépité parce qu'il se rend compte qu'on ne va pas réussir à mettre les pieds sur l'île. Et pourquoi on n'y arrive pas? C'est qu'en fait, là on n'a pas l'impression, parce que les conditions n'ont pas l'air absolument démentes. C'est vrai qu'elles n'étaient pas démentes, mais surtout, le problème c'est qu'il n'y a aucune cartographie marine qui soit correcte. Donc il faut faire attention, on ne peut pas aller n'importe où, on ne peut pas se fier aux relevés qui sont sur les cartes marines classiques, même celles qu'on a dans nos téléphones modernes, parce qu'il y a un doute. Donc il faut avoir un sacré sens marin pour pouvoir s'aiguiller. Et ce sacré sens marin, à mon sens, le capitaine du bateau ne l'avait pas et a eu un peu peur. Et donc du coup, alors qu'on y était presque, a préféré rebrousser chemin. À mon grand regret, au grand regret de chacun, on a essayé 3 fois de suite, et 3 fois de suite, ça a été pas possible. Bon. Donc dans ces cas-là, vous savez, c'est le capitaine est maître à bord, et donc on écoute ce qu'il nous dit, et c'est vrai que avoir depuis l'âge de 15 ans l'idée que je vais mettre un pied sur l'île d'Alfred un jour, avoir attendu 45 ans pour y arriver, monter cette expédition, y aller, être là, la voir à 200 mètres et ne pas pouvoir y aller, petite frustration, mais bon.
J'avais donné rendez-vous, cependant, sur place, à l'endroit où était l'île, enfin, un petit peu en recul dans les fjords, à un voilier qui était descendu du nord de Puerto Montes, qui a mis d'ailleurs je sais plus, 2 mois pour descendre. Et parce qu'il y a un passage où, pour la navigation, il faut vraiment attendre que les conditions sont correctes. Et puis j'ai changé de bateau, j'ai laissé mes cousins, mon fils et tous repartir en fait. Ils ont fait un aller-retour de 10 jours éclair, parce qu'il y avait 3 jours de navigation aller, 3 jours de navigation retour, 2 ou 3 jours sur place, et puis il fallait y aller. Donc je les laisse, ils repartent sans avoir mis pied sur l'île d'Alfred, et moi je repars avec ce bateau, et à qui je dis, bon là il y a un problème, c'est que j'aimerais bien quand même qu'on y arrive. Sauf que ce bateau n'était absolument pas équipé pour pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'il faut avoir une annexe qui permette de débarquer sur l'île, il faut quand même naviguer sur le Pacifique, les conditions peuvent changer rapidement. Donc avec un petit dinghy d'1,50 m avec un 6 chevaux, c'est pas évident de se dire qu'on va pouvoir le faire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va remonter, 3-4 jours de navigation à nouveau, vers le nord, et on va aller dans cet endroit, si vous allez, ou ceux qui ne le connaissent pas encore, allez-y, qui s'appelle la Caleta Tortel, qui est le dernier endroit où arrive la Carreta Austral, où on peut aller en voiture. Bon, c'est pas très rapide, hein, mais on peut y aller en voiture, mais c'est le dernier endroit. C'est qu'après, pour aller plus au sud, pour rejoindre Punta Arenas, etc., il faut soit passer par la route, par l'Argentine, soit prendre un bateau. Et en fait, il n'y a pas tellement de bateaux qui font, il y a des ferries qui le font, mais qui partent souvent de Puerto Montes, etc. Donc nous, on va à la Caleta Tortel, qui était aussi une sorte de petit village lacustre, finalement, puisqu'il est bercé par une rampe en bois qu'utilisent tous les habitants de la Caleta. Il n'y a pas de voiture, il y a juste des voitures sur un parking qui est un petit peu plus haut. Et là, on se dit, bon, bah, facile, on va trouver un Zodiac qu'on va louer à un pêcheur qui va nous laisser repartir pour aller faire notre exploration de l'île. Sauf que les pêcheurs, ils les connaissent, les conditions météo qui sont là-bas. Donc pour eux, de confier leur Zodiac à un étranger, j'étais le seul étranger, mais enfin quand même celui qui avait envie de faire le truc, et risquer de ne pas voir son Zodiac revenir, ça n'avait pas été facile. Sauf que, heureusement, la chance était encore avec moi une fois de plus. Et on a rencontré quelqu'un qui emmène des touristes visiter les glaciers, qui a une flotte de gros Zodiacs, et qui m'a dit, dis donc, elle est pas mal ta veste de car. Et tes bottes, elles sont chouettes aussi. Si tu veux, moi je te prête mon Zodiac, et toi tu me donnes ton... Je dis, bah d'accord, mais je te les donne à la fin de mon voyage. Et on a fait ce deal-là, qui était génial, parce que d'abord il avait confiance, il avait compris que j'étais avec un jeune marin qui était absolument génial, et qu'il pouvait me confier son magnifique Zodiac, alors, qui faisait 3 mètres, qui avait un énorme moteur de 20 chevaux, mais bon, il ne faut pas être plus varié que le roi, hein, quand on a rien d'autre, on fait avec. Donc on est resté, on s'est entraîné un petit peu avec le Zodiac pour pouvoir le manier correctement, on est resté presque une dizaine de jours bloqués dans ce lieu à cause de la météo qui est changeante extrêmement rapidement. Et puis quand on a pu repartir, on a vu qu'il y avait une fenêtre météo et que si on arrivait à l'attraper en 2-3 jours et d'arriver à pied d'œuvre, eh bien on avait potentiellement la possibilité de voir quelque chose comment vous dire, de dégagé. Et là, je vais y aller, donc avec un des jeunes marins qui a 22 ans, et on se dirige, après 1h30 de navigation sur ce petit Zodiac, vers la fameuse île d'Alfred que j'essaie de retrouver à ce moment-là. Pour vous montrer dans quel environnement elle est située, vous voyez au large l'île Western qui a son importance, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Voilà les rochers certainement incriminés dans le naufrage de la Delphine, enfin pas ceux qui sont là, ceux qui sont devant surtout. Et puis voilà la découverte de l'île. Et j'arrive. Là, je vais essayer de découvrir. Donc vous imaginez, ça fait 45 ans que cette idée en fait. On est deux à bord, ce jeune marin et moi. Je me filme tout seul. Je vais me casser la gueule d'ailleurs, hein. On aurait pu en même plus grand chose.
et une merde. Alors là, le moment de dingue. Ah, le moment de dingue. Je jette même pas mon camarade. Mais regardez-moi ça. Je suis sur la plage d'Alfred. Petite émotion. Donc la voilà, la plage d'Alfred. La voilà, et en fait, je retrouve sur place, et ça qui est formidable, c'est qu'après avoir étudié le manuscrit et l'avoir presque appris par cœur, je retrouve l'endroit où ils sont débarqués lorsqu'ils ont fait naufrage, c'est-à-dire qu'en fait, au petit matin, Alfred décrit qu'il y a une rivière qui tombe sur la plage, qui est à 60 mètres de leur plage de débarquement. Ça fait exactement 60 mètres entre les deux. Je vois cette petite île qui est attachée presque à la plage, qui figure sur un plan qu'Alfred a fait à la main à la fin de sa vie, qui reprend tous ces éléments-là. Donc j'ai la conviction que je suis au bon endroit et que maintenant ça va être assez simple. C'est-à-dire qu'en fait, comme Alfred dit qu'il y a un jour, ils vont remonter cette rivière pour installer le camp de fortune qu'ils avaient fait initialement, pour l'installer un petit peu plus dans la forêt, pour être plus à l'abri, et surtout pour pouvoir plus au large, parce que c'est une petite colline, eh bien, je me dis, bon, bah, c'est simple, je vais tout simplement aller voir le long de la colline, et puis on verra bien. Autre élément qui me prouve que je suis bien au bon endroit, c'est que là, vous voyez la carte qu'Alfred a dessinée à la fin de sa vie. Il y a cette petite montagne qui est là, qui fait 900 mètres d'altitude. Effectivement, celle-là fait 900 mètres. Google Earth aujourd'hui est un moyen absolument génial pour confondre les choses. Là, ici, en fait, il y a la roche dont je vous parlais, et ces rochers, c'est exactement le même agencement que ceux que j'ai pu photographier de haut. Alfred a mis l'épave là. Alors là, c'est là où les perspectives qu'on peut faire quand on fait une carte de mémoire et qu'on avait eu un point de vue uniquement terrestre sont compliquées, parce que c'est vrai que la topographie ne ressemble pas exactement à ce qu'elle était, mais néanmoins on peut être certain que j'étais au bon endroit. Les voici, donc les 4 roches en question que je vous montrais tout à l'heure. Il est vraisemblable que c'est en passant ces roches-là, puisqu'en fait il y a eu des vagues successives qui leur ont permis de passer et qui sont allés s'échouer par là, quelque part. Donc je me dis, bon bah c'est pas compliqué, je vais retrouver le camp, je vais rentrer dans la forêt, je vais suivre. Voilà, là c'était mal connaître la forêt sur place. Vous voyez, hein, quand même, on se croirait dans un endroit paradisiaque, stylé, lorsque la météo le permet. Et juste adossé, voilà, il y a le haut de la plage et vraiment la bordure de cette forêt dense, de cette forêt primaire, et sur laquelle on marche sur des arbres qui sont tombés sur des arbres, tout a poussé, et la progression est très compliquée. Alors bon, c'est vrai qu'il avait 22 ans, il était devant moi, hein. mais néanmoins, c'était difficile de progresser dans cet environnement-là. Et de temps en temps, on voyait la rivière, effectivement, qui était 4 mètres dessous. 4 mètres dessous, parce que les arbres s'étaient empilés les uns sur les autres. Vous voyez, on a réussi à faire le trajet rouge que vous voyez à l'aller pour rejoindre cette ligne droite jaune. On a mis 2 heures pour faire 100 mètres. Et c'était bien, mais en plus, malheureusement, on n'avait pas tellement de temps, parce qu'on ne savait pas si la météo n'allait pas tourner et combien de temps on pouvait rester sur l'île le premier jour. Alors, sur cette île, moi j'ai trouvé une grenouille, mais Alfred et ses équipiers ont fait une rencontre. Un jour, effrayé, ils voient, l'un des passagers voit sur le sable une trace de pieds nus. Et à l'époque, en 1840, il faut savoir que les marins avaient des histoires affreuses sur la navigation, sur les cannibales, etc. Et donc, évidemment, à ce moment-là, l'un d'entre eux a eu très peur, est allé chercher Alfred, et lui dit, ce lieutenant est sauvage. Donc, Alfred, le capitaine, et d'autres sont allés, prêts à envisager la situation, parce que être sur une île seul, c'est une chose, mais être sur une île avec éventuellement des gens hostiles, c'en est une autre. Sauf que, et c'est souligné par les archéologues et les historiens avec qui j'ai travaillé, sauf qu'il y a eu l'intelligence du moment aussi. C'est-à-dire qu'on est là sur un cas extraordinaire au Chili, qui est un rare moment
personnes qui colonisaient en fait ces lieux, où ça s'est bien passé entre les Kawashkar notamment, et il y a d'autres endroits où ça s'est souvent terminé, d'ailleurs comme l'épave du Wager, si certains d'entre vous lisent l'histoire, ça s'est quand même très mal passé avec les Kawashkar. Les Kawashkar qui sont des nomades de la mer, qui sont des gens qui sont absolument pas hostiles, qui ne faisaient que de naviguer sur leur petite pirogue d'île en île pour aller chercher des ressources pour alimenter leur famille. Ils naviguaient en famille en plus. C'est même étonnant de voir qu'ils arrivaient à naviguer dans ces conditions-là et surtout comme ils étaient. Alors donc à l'époque, donc en 1840, effectivement, alors il y avait déjà eu Robinson Crusoe qui était sorti, et puis il y avait notamment aussi une histoire incroyable qui était l'histoire des marins de l'Essex. Et les marins de l'Essex, en fait, ont été coulés. Cette histoire-là, tout le monde la connaît, ça s'appelle Moby Dick, mais c'est une histoire vraie. Ont été coulés par un cachalot au nord-ouest du Pacifique, près des Marquises. Et ils ont eu tellement peur, en fait, de trouver des cannibales aux Marquises et aux Fidji, et ils avaient raison, parce que les Fidji, c'est infesté de cannibales à l'époque, qu'ils ont préféré naviguer vers le Chili, ils sont arrivés au Chili, et seuls 4 d'entre eux ont survécu, ils sont tous morts, avec une histoire épouvantable à la clé, c'est que pour survivre, en fait, sur la fin du voyage, ils se tiraient au sort pour savoir qui allait manger qui. Donc, voilà, cannibalisme obligatoire avait été poursuivi. Histoire qui s'est retrouvée d'ailleurs dans les années 70 dans la cordillère des Andes, puisque quand l'avion s'est écrasé, les sportifs qui étaient à bord avaient dû aussi céder à cette pratique. Je reviens quand même sur les Kawashkar. Donc Alfredo Prieto, c'est un grand spécialiste qui est à Punta Arenas, qui connaît bien toute cette culture Kawashkar. Alors nous, on avait choisi de ne rien dire à cette culture sur le fait qu'on allait sur l'île d'Alfred où il y avait eu des rencontres Kawashkar. On n'avait rien dit pour une raison simple, c'est que ça peut être compliqué, comme on ne savait pas où on allait, on ne savait pas comment ça allait se passer, etc. J'ai eu peur, c'est moi qui ai pris cette décision, je me suis dit, si on leur dit et que ça ne leur plaît pas, et ce qui aurait été légitime peut-être, peut-être qu'ils vont nous mettre des bâtons dans les roues et peut-être qu'on va être embêtés, etc. au niveau des autorités. Donc on a préféré ne pas dire aux Kawashkar qu'on se rendait sur place. Néanmoins, Alfredo, cependant, alors j'en ai quand même rencontré une, qui est cette dame en rouge que vous voyez là, au marché de Punta Arenas, parce qu'il se trouve que les rares descendants des Kawashkar continuent à faire des paniers exactement comme ils le faisaient à l'époque, etc. Alors ils sont très peu parce que les derniers, entre guillemets, 100% Kawashkar, il n'y en a quasiment plus. La langue va mourir dans peu de temps parce que le dernier qui la parle va disparaître. Mais j'ai discuté quand même assez longtemps avec cette dame, c'était intéressant de voir à quel point elle était encore attachée au fait qu'elle voulait faire ses paniers avec les bonnes brindilles qui venaient du bon endroit, etc. etc. Et en fait, la zone Kawashkar est très très vaste. Hein. Et je me suis intéressé évidemment un petit peu à leur culture, d'autant plus que sur l'île, on pensait vraiment pouvoir retrouver des choses intéressantes à ce propos-là. Et Alfredo, lorsqu'on avait étudié les cartes satellites de l'île, avait pointé cette petite baie en me disant, bah, tu vois là, si tu arrivais à aller me photographier sur place cette petite baie, j'aimerais beaucoup, pour la raison suivante, c'est que là, il y a une avancée qui n'a rien de naturel. Rien de naturel, parce qu'on se demande comment un éboulis aurait été possible, il n'y a pas de colline suffisamment haute, etc. Et à son sens, c'est peut-être, et c'est pas confirmé pour l'instant, puisque je lui ai envoyé la photo, mais on n'a toujours pas de réponse, c'était peut-être comme un quai qui aurait été construit par les Kawashkar pour pouvoir hisser facilement leur pirogue sur la plage, dans un endroit, comme vous voyez, totalement protégé, même s'il est face à l'ouest. En fait, là, il y a 2 vents dominants, c'est le vent du nord, la plupart du temps, et le vent du sud, à un moment donné. Donc, en étant là, finalement assez bien protégé par le nord et par le sud, c'est potentiellement un endroit intéressant à étudier un jour. Pour mémoire, la France n'est pas à l'honneur avec la culture Kawashkar. Il faut savoir que lorsqu'il y a eu l'exposition au Jardin des Plantes des villages ethniques, eh bien, une famille, alors sur la bonne idée d'un impresario allemand, quand même,
C'était juste après la guerre de 70, les eaux étaient complètement vides parce que les Parisiens, je sais pas, sous l'œil de mon ami Pierre Rollet, qui était un grand historien, avaient été vidés pour fournir un peu de nourriture. Eh bien, il y a eu cette idée de faire plein de petits stands avec des ennemis du monde entier, dont une famille de 12 Kawashka qui ont été capturés dans le sud du Chili, qui ont été emmenés. Et il y a d'ailleurs au Jardin des Plantes toujours une petite fille qui est morte pendant son show, cette activité, comme vous voudrez. Et seuls 4 d'entre eux sont revenus. Malheureusement, quand ils sont revenus avec des maladies. Et évidemment, c'est des maladies qui n'ont pas été favorables non plus pour leur conduite. Alors, sur cette plage, je me suis dit, là, on est quand même à l'autre bout du monde. Est-ce que je vais trouver des plages complètement vierges ou pas? Alors oui, en fait. Sauf que, bon, j'ai trouvé ces petits résidus, c'est bien normal parce qu'il y a des routes de tankers qui sont assez au large, à environ 40 km au large, qui montent et qui descendent. Et il est évident que lors des grandes tempêtes, il y a forcément soit des containers qui tombent à l'eau, soit des choses qui... Voilà, et qui, lorsque le vent... Alors là, puisque la baie est ouverte au sud, lorsque le vent dominant est du sud, eh bien, il ramène les choses sur la plage. Mais j'ai quand même pas trouvé grand-chose. C'est-à-dire que, bon, sur la plage, il y avait ce gros truc-là et quelques petites choses qui étaient ensablées, peut-être plus, mais ça reste quand même un des lieux les plus préservés du monde et qui est scéniquement incroyable. Si j'avais pas eu le drone, ça aurait été très compliqué. Ça m'a permis de visiter l'île puisque j'étais bloqué à cause de la forêt, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et il y a des choses étonnantes sur cette île. Alors, certaines sont décrites par Alfred, d'autres pas du tout. Ce lac, par exemple, n'est absolument pas décrit par Alfred à l'époque. Et alors que la petite colline dominante là, au fond l'est, en revanche. On ne sait pas très bien. J'ai remarqué 3 lacs de ce type-là. Ils ont des biologies qui ont l'air particulières. Comme vous voyez, celui-là est marron. Il y en a un autre qui est un peu plus jaune et un troisième qui est complètement bleu. Donc voilà, ça fait partie des choses qui mériteraient d'être explorées par la suite. Donc je reviens sur la fameuse plage sur laquelle ils ont décidé de rester. Même si les conditions n'étaient pas très bonnes, ils sont quand même restés 8 mois captifs sur cette île, avant de pouvoir, pour certains, s'en enfuir 3 mois seulement après, et après avoir rafistolé le canot, parce que le canot avait été complètement détruit également, et il a fallu qu'ils puissent partir pour chercher des secours. Ils ont compris que de toute façon, par la terre, c'était impossible, et qu'il n'y avait qu'un moyen de s'échapper, c'était que les secours arriveraient de la mer. Ils ont espéré d'ailleurs, suite à la rencontre des Kawashka, que des navires anglais ou français les verraient. C'est la raison pour laquelle ils sont restés sur cette île. Je ne sais pas exactement où était le camp, il y a plusieurs suppositions, il y en a une qui est par là, et puis sur le plan qu'Alfred avait dressé, il avait mis par là. Sauf que je suis allé par là, et c'est impossible de faire quoi que ce soit. Donc là vraiment, il y a un mystère qu'il faudrait chercher également. Mais en étant par là, il voyait clairement directement vers le sud, et en espérant voir un bateau qui montrait pour pouvoir lui faire des signes avec de la fumée, par exemple, pour réussir à les faire venir. Vous voyez qu'ils sont entourés de plein de montagnes, etc., pas très hospitalières, sauf que c'est très beau. Et là, c'est à l'intérieur des fjords, et vous voyez ce petit voilier que j'ai emprunté, c'était notre base arrière, lorsque j'étais sur l'île, et on était donc à environ 1 heure de navigation de l'île. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ces paysages, ils n'ont pas bougé depuis 200 ans. Comme par exemple, celui-là, qui est un des glaciers qui est plus haut vers la Caleta Tortelle, qui est devenu un petit peu touristique, mais c'est un des 2 glaciers qui, contrairement à ceux que nous avons en France, continuent à progresser. Et eux sont des glaciers qui sont extrêmement impressionnants. Ah oui, ce que je ne vous ai pas montré, d'ailleurs, je vais vous montrer, c'est que pour avoir une petite échelle, vous voyez le petit truc rouge là, c'est moi. Donc ça vous donne une idée de l'échelle de la Seine. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, j'étais sur l'île d'Alfred, j'ai eu 2 jours avant que la météo nous force à partir à nouveau. Je serais bien resté, mais le capitaine ne voulait pas.
Et donc, on a décidé de remonter. Donc, pour remonter, là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a un moment donné, une fois qu'on a rendu notre Zodiac et qu'on a pu repartir jusqu'à l'île Wager, justement, qui est l'entrée du golfe de Pena, et bien ce golfe est un immense golfe où on est obligé de traverser. Les ferries sont obligés de passer par là lorsqu'ils descendent dans le sud ou qu'ils remontent vers le nord. Et évidemment, n'importe quel bateau doit faire ça. Sauf que ce golfe n'est pas très praticable. Après, quand on est à la voile, il faut tenir compte des vents, etc. On avait assez de pétrole, mais il fallait quand même l'économiser pour la deuxième partie. Ben, en fait, non, on est passé comme une lettre à la poste et on a navigué pendant 48 heures non-stop à la voile et au moteur beaucoup, sans avoir d'énormes vagues qu'on pouvait redouter. Mais ce qui est d'intéressant, c'est qu'en relisant le passage qui fait qu'Alfred arrive et voit ces collines qui s'appellent Tres Montes, qui sont au nord du golfe de Pena, eh bien Alfred décrit sa traversée avec ses copains, puisque eux sont partis donc après 3 mois. Tout le monde avait rafistolé la chaloupe, et 7 d'entre eux, le capitaine, Alfred et 5 autres, sont partis en se disant bon, bah, on va monter jusqu'à Chiloé. Ils savaient qu'il y avait un port à Chiloé, un port qui était connu. Hein. D'ailleurs, Darwin, quand il est monté pour faire sa grande expédition, il s'est arrêté à Ancud avant de continuer pour aller vers les Galapagos. Eh bien, donc ce port était connu, un port de baleiniers où ils se sont dit, naturellement, on va aller là-haut, on va demander solidarité maritime oblige, on va demander à des marins de venir rechercher les tresses qui sont restés sur l'île. Avec les Kaweshkar, et les relations s'étaient un petit peu distendues sur des erreurs qu'avaient fait les naufragés d'ailleurs. Les Kaweshkar ont des chiens, qu'ils aiment beaucoup. En cadeau d'amitié, en ont offert quelques-uns aux naufragés qui étaient affamés, puisque même si les Kaweshkar leur montraient ce qu'ils pouvaient manger, comment utiliser ou pas telle ou telle plante, etc., c'était interdit de leur montrer quand même, s'il ne faut pas charrier, comment chasser le phoque, et donc ils étaient quand même en carence. Et les chiens ont été mangés, ce qui est un peu distendu. En plus, ce sont des nomades de la mer, comme je stipulais tout à l'heure, et donc les Kaweshkar partaient et d'autres familles arrivaient. Et les derniers étaient moins sympathiques que les premiers par exemple. Donc, quand ils traversent le golfe de Pena, Alfred, le capitaine et les autres décrivent une navigation qui était, mais à très peu de choses près, exactement ce que j'ai vécu. D'ailleurs, en arrivant à Tres Montes, qui est donc le nord du golfe de Pena, eh bien, Alfred décrit des centaines d'oiseaux qui sont dans l'eau, etc. Exactement ce que j'ai pu voir également, et ce qui était plutôt étonnant. Lorsque donc on passe le golfe de Pena, et puis on va rentrer dans les Chonos, qui sont un peu plus abrités pour nous. On a eu des bonnes conditions météo. Alfred, lui, les décrira comme étant le pire de son voyage, c'est-à-dire qu'il considérait que ce qu'il avait vécu sur l'île, le naufrage, etc., c'était pas grand-chose, et qu'à partir des Chonos, ça a été extrêmement compliqué. Compliqué parce qu'ils étaient malades, ils mangeaient. Alors, oui, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a énormément de moules, de coquillages sur la côte, et c'était la nourriture principale, et des Kaweshkar, et aussi des marins. Mais sauf que, mal habitués, ils étaient malades, et Alfred était extrêmement malade. Nous, en continuant notre route, et en rentrant dans les Chonos, eh bien, à chaque fois qu'on pouvait, on s'amarrait la nuit, évidemment, pour se reposer. Et toujours cette forêt extrêmement dense autour de nous, c'est impossible de rentrer, à moins de détruire, mais ce n'était pas l'idée, de rentrer de plus de 1 ou 2 mètres dans la forêt. Et justement, les Chonos, voilà, ça c'est l'entrée des Chonos. Donc là, ici, il y a le cap Taito. Aujourd'hui, Taito, et c'est ce qui a permis de comprendre pourquoi on avait trouvé la bonne carte marine qu'ils utilisaient à l'époque. C'est qu'en fait, Alfred raconte qu'il passe le cap Taito-Wachum pour rentrer dans les Chonos. Et en fait, il n'y a aucune carte qui donne le nom de cap Taito-Wachum, qui était simplement un nom indien. Aucune carte sauf une, qui est la carte en question que j'ai retrouvée. Et donc, du coup, c'était un petit peu la preuve par trois qu'on avait bien la bonne carte. Et donc, quand il rentrera là, ils vont avoir des conditions épouvantables.
et ils vont commencer un voyage qui est pas très sympa. Scéniquement, toujours les Chonos, absolument magnifiques. Et là, on va s'arrêter. Alors, ce qui est très étonnant dans cette forêt d'une région froide, en fait, c'est qu'on a des fleurs extraordinaires. Enfin, il y a vraiment des choses, c'est très, très, très étonnant. Et ce jour-là, donc vous avez vu l'endroit où on a passé la nuit, en faisant un tour en Zodiac avec les marins, un des marins, le jeune avec lequel j'ai abordé sur l'île, eh bien, m'a dit, Fred, écoute, c'est incroyable, là, il y a un endroit, je crois qu'on peut monter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de forêt qui nous en empêche. Bon, allons voir. Et donc, on monte cette petite colline. Et quand je suis en haut, alors, je trouve ça tellement magnifique qu'il faudrait lire le chapitre que j'ai dédié à ça dans le livre, qui s'appelle 17h17. Mais il y a eu un moment magique, un peu inexplicable, bon, voilà, mais qui était très, très intense. Que Alfred n'a pas vécu, puisque lorsqu'il est passé devant, lui, en revanche, c'était beaucoup plus compliqué. Puis un jour, Alfred et ses coéquipiers vont croiser un trappeur qui va les aider, qui était un trappeur américain, qui s'appelait Mick, et qui chassait la loutre, notamment. Il y a pas mal de loutres dans la région. Et qui avait un petit campement de base. Et ça a été une aubaine, parce que c'était vraiment le moment où ils baissaient tous les bras. Et en croisant cet Américain, ils vont faire un deal avec lui pour pouvoir remonter vers Chiloé ensemble, ce qu'accepte l'Américain. Américain néanmoins, donc il dit le bateau en échange, et il va les emmener plus haut. C'est intéressant cette histoire d'Américain, je l'ai compris par la suite, puisque quand je me suis promené dans les Chonos, en fait il y a des villages où il y a des endroits où il y a des pêcheurs qui se sont installés, et puis il y a des endroits qui sont devenus administrativement importants, et en fait tout ça c'est construit depuis pas très longtemps, c'est depuis, depuis 70 ans, 75 ans, 80 ans, il y a certains endroits, comme celui-ci, qui est toujours en développement. L'économie de la pêche est importante. La ressource, elle est extraordinaire. Et c'est vrai qu'il y a des villages comme celui-là que j'ai particulièrement apprécié, notamment accueillis par les pêcheurs sur place. Pêcheurs, 8 d'entre eux qui découvrait l'histoire d'Alfred, m'ont envie à raconter l'histoire, donc c'était ma première conférence en espagnol, et je n'ai pas voulu vous faire subir ça ce soir, donc j'ai préféré vous la faire en français ce soir. Et Yanko, donc ce pêcheur en question, m'a emmené dans un de ces lieux dits secrets pour pas que le tourisme vienne l'abîmer, mais qu'il a déclaré aux archéologues qui sont venus l'étudier, une grotte. Les Chonos, c'était une autre ethnie en fait, qui vivait de la mer, qui était un peu moins nomade que les Kawelka, qui vivaient au nord. Mais lorsque Alfred a traversé cette région-là à l'époque, elle était déjà vide, c'est-à-dire que les Chonos avaient déjà disparu. Et c'était la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce voyage en parallèle de son récit, c'est que je me suis dit, je vais observer ce que lui a vu et je vais regarder ce que je découvre. Et on va voir s'il y a des passerelles entre les deux, quelle a été l'évolution. Donc zéro évolution de l'île jusqu'au golfe de Pella. En revanche, à l'intérieur des Chonos, grosse évolution, mais difficile d'accès. C'est que si vous voulez aller en vacances un jour au milieu des Chonos, il faut aller à Santiago, et puis là, et donc on met une semaine pour y aller. Donc il me fait découvrir ça, et les archéologues qui ont étudié, j'ai eu de la chance, lorsque je suis reparti, ils avaient eu par WhatsApp, les communications sont très bien développées au Chili, et par WhatsApp ils avaient eu le compte-rendu en fait, de ce qui avait été fait, et ils ont daté les fameux coquillages qui étaient la base de leur nourriture de 2000 ans en arrière. Donc évidemment, ça donne des affiches. Le voilà, Yanko, qui est devenu mon guide dans la région et qui m'a fait découvrir tous ces lieux extraordinaires. Que ça soit à l'intérieur, c'est qu'ils ont le projet, ils ont commencé d'ailleurs, hein, c'est de pouvoir aller en haut de la montagne, donc il faut un chemin pour pouvoir se rendre en haut de la montagne. Ils ont découvert des sources, etc. Donc ils m'ont montré tout ça, c'était vraiment très, très étonnant. Et notamment un lieu incroyable, avec une colonie d'oiseaux que vous voyez là, survolé au drone sans aucun problème. Si on fait ça à Marseille avec les mouettes, on se fait attaquer, le drone se fait attaquer. Là, évidemment, il
c'était tout nouveau pour eux. Et vous voyez des oiseaux de tailles différentes selon qu'on va vers le haut du rocher avec des pélicans là-haut. Il y a beaucoup de pélicans dans cette région-là. Et voilà un endroit magnifique et qui est fréquenté au mois d'avril par les mammifères marins. Enfin, les dauphins, on en a vu beaucoup. Les orques, j'ai eu la chance d'en voir un petit peu, mais en revanche, il y a les baleines qui sont là au mois d'avril, etc. etc. Petit bémol, mais qui s'est réglé depuis, parce que je suis resté en contact avec Yango, c'est que l'industrie du saumon, qui est très importante au Chili, eh bien, certains d'entre eux, pas tous, mais certains d'entre eux sont un peu moins intentionnés que d'autres. Et donc, lorsqu'ils laissent 6 mois par an leurs industries aux éléments, eh bien, les éléments se déchaînent et puis emmènent de temps en temps des choses, des bouées, des filets, etc. Ce qui a créé une petite tension avec les pêcheurs du Chonos à un moment donné, puisque les pêcheurs, c'est important, la ressource. Les filets dérivants, c'est embêtant, parce que si les hélices de leur bateau se prennent dedans, c'est un danger, etc., etc. Et puis aussi, pour les mammifères marins, évidemment, c'était un problème. Et donc, en fait, il y a eu une petite partie, alors, bon, c'était pas pendant que j'y étais, hein, ça a duré déjà depuis quelques temps, mais ça s'est dénoué. Et en fait, les industries du saumon ont engagé les pêcheurs pour pouvoir faire que les choses n'allaient pas rester sur place. Parce que c'est vrai que les pêcheurs avec lesquels je parlais savent qu'il y a potentiellement un côté attractif pour les touristes de venir là. Bon, après, un touriste, quand il voit ça, c'est comme à Marseille, hein, ça donne un peu moins envie. Bon, c'est quand même assez rare, c'est ponctuel, mais ça méritait quand même d'être sous. Et puis, partout, il y a des scènes de nature qui sont fabuleuses. Et toujours donc, je continue mon voyage à travers les Chonos pour remonter au fur et à mesure. Et là, vous voyez, je sors des Chonos pour rentrer dans le côté du Pacifique qui est juste entre Chiloé et justement la sortie des Chonos. Et ce qui est intéressant, c'est que la cordillère des Andes, évidemment, est gorgée de glaciers, d'eau, etc. Et donc l'eau mélangée à l'eau de mer n'a pas du tout la même biologie que l'eau de l'océan. Et c'est intéressant, là on voit juste la limite entre les deux de cette eau mélangée à de l'eau douce au reste. Alors ça, c'est Alfred, lorsqu'il arrive à Chiloé, va montrer qu'il est, enfin, va nous raconter qu'il voit le Cap San Pedro et que pour eux, c'est une délivrance. Le Cap San Pedro, c'est le cap vraiment au sud de Chiloé. Moi, je me suis dit, bon, il faut que j'aille photographier ce Cap San Pedro. Ça n'a pas un énorme intérêt au niveau photo, mais au moins c'est le Cap San Pedro. Et j'ai mis 10 heures aller-retour avec un pêcheur que j'ai embauché à Cuelone. Et voilà, donc Alfred est passé par là, je l'ai suivi et j'ai découvert la même chose que lui 200 ans plus tard. Chiloé, c'est une très belle île qui est organisée, qui a déjà des infrastructures importantes, vraiment. Alors il y a le sud qui est plus récent, puisqu'en fait le sud s'est développé il y a une centaine d'années, et puis qui est devenu très important. D'ailleurs, c'est devenu la capitale de Chiloé est au centre de l'île maintenant. Il y a un petit aéroport aussi également. Et puis le nord, Ancud, qui est la ville ancestrale, celle que Alfred cherchait à rejoindre, et je l'ai suivi sur ce chemin-là, est assez pittoresque, mais on peut y aller par un ferry. Il y a un projet même d'un pont qui devrait relier le continent à l'île. Ça fait longtemps qu'il y a ce projet, on verra s'il aboutit. Et surtout, à Chiloé, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y a ces églises. Là, vous voyez celle d'Ancud, qui est en coude quelque chose d'important dans l'histoire d'Alfred, puisque lorsqu'ils sont arrivés finalement à Ancud, ils ont dit bon, on est naufragés, il faudrait nous aider à aller chercher les 13 autres. Et ils se sont vus entendre comme réponse, ben non, c'est trop dangereux, on ne va pas vous aider, désolé. Donc il a fallu qu'ils se débrouillent autrement et ils ont décidé d'acheter un voilier. Et pour ils cherchaient donc un voilier à acheter, une lancha Chilota, qui est une lancha locale, assez grande, et on leur dit, mais je crois qu'à Ancud, il y en a une qui est en train d'être fabriquée. Donc ils descendent à Ancud, ce qui n'est pas la porte à côté avec leur chaloupe, et ils arrivent là. Il n'y avait pas encore d'église, elles ont été construites à la fin du 19e.
Mais en revanche, ils vont fraterniser avec la personne qui s'occupe de la mission d'Ancud, qui est un prêtre italien, et qui va beaucoup les aider pour trouver et faire le bon deal avec la Lancia, et qui va en plus, lorsqu'ils vont repartir chercher leur ami, mettre énormément de victuailles à bord, etc. Pour la petite anecdote, à Ancud, quand ils sont arrivés, personne n'a voulu les aider, mais la douane n'a pas oublié de leur demander de payer la quote-part sur la marchandise, bon, qui avait coulé, mais quand même, il fallait la payer. Et donc, je suis évidemment allé à Ancud et j'ai décidé de photographier ces merveilles qui sont ces églises en bois. Alors, il y en a, de mémoire, 14 ou 16 qui sont classées au patrimoine de l'UNESCO. Il y a des centaines d'églises qui mériteraient toutes d'être classées. J'ai photographié les 14 parce que c'était évidemment intéressant. Et d'ailleurs, j'ai demandé à l'illustrateur de me refaire l'image lorsqu'ils vont repartir je ne sais plus comment s'appelait l'église, peu importe, quand ils vont repartir de là, avec le voilier qu'ils ont acheté et les victuailles, etc. Voilier qui a aussi, on se demandait à quoi il ressemblait ce voilier. Et alors, coup de chance extraordinaire, lorsque je descends pour photographier les églises, etc., avant d'arriver sur place, eh bien, je vois un chantier naval qui continue à fabriquer des bateaux comme au siècle dernier, et qui les fabrique pour l'industrie du saumon, en fait. Donc ce ne sont plus des voiliers, mais ce sont des bateaux à moteur, mais qui sont construits exactement de la même manière. Et donc j'ai eu une grande discussion avec le président du chantier, à qui j'ai montré quelques images, à qui j'ai montré le manuscrit que j'avais en photographie, et qui était passionné. Je lui ai dit, alors, ce serait difficile de reconstruire ça, et en fait, non, ce serait assez simple, ce serait du temps et de l'argent, évidemment, comme d'habitude, mais ce ne serait pas très compliqué. Et donc, du coup, en continuant d'enquêter pour savoir à quoi pouvait bien ressembler la Lancia qu'ils avaient affrétée, vous avez sur la gauche un dessin qu'Alfred a fait et nous a laissé dans son manuscrit. Vous avez à droite un dessin qui a été retrouvé dans une caisse familiale il n'y a pas si longtemps. Et puis, là, vous voyez, au-dessus, au musée à Ancud, musée d'histoire, il y a ce bateau qui est la golette Ancud, qui est super connu au Chili, parce qu'il y a eu un fait héroïque, historique très important, qui s'est mal terminé, puisqu'elle a coulé. Et je me rends compte, en fait, entre le chantier, entre les dessins que j'ai, etc., qu'il s'agit du même bateau. C'est la même taille. Donc, en fait, ce qu'ils ont acheté, c'est un bateau qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui-là. La seule différence, c'est qu'en fait, il n'avait pas cette partie haute de protection. Donc, elle n'existait pas à l'époque. Ils ont fait un pont et de quoi se protéger. C'est tout. Donc, déjà, c'était formidable de comprendre enfin ce à quoi ressemblait cette fameuse goélette. Et puis, tout le monde va revenir à bon port après avoir été sauvé. Donc, ils vont retourner le chercher. Il manque de ne pas retrouver l'île. Ils la trouvent quand même. Ils embarquent tout le monde un mois plus tard. Ils font un faux départ, puisque pendant 15 jours, ils vont partir. Il va y avoir une tempête épouvantable qui va les faire revenir à pied d'œuvre. Quand ils reviennent, tout ce qu'ils avaient planté, tout ce qu'ils avaient s'était organisé avait été complètement dévasté parce que, évidemment, c'est normal, certains s'en vont, d'autres récupèrent les outils, etc., etc. Et puis ils vont réussir à partir et vont arriver au mois de janvier, évidemment tous sains et saufs à Ancud. Et les uns et les autres vont repartir sur des bateaux différents. Le capitaine est encore sur place parce qu'il est blessé. Lors de ses voyages, il s'est mis à fond de cale, il a été blessé par l'eau qui s'est infiltrée dans ses jambes, etc. Et puis tous vont repartir les uns après les autres et rentrer à bon port. Et je me suis amusé à faire la généalogie de tous pour savoir s'il y avait des descendants. Je suis rentré en contact avec le descendant de l'un qui est important dans l'histoire, qui est Maître Jean. Et Maître Jean, en fait, c'est aussi grâce à lui qu'ils s'en sont tous sortis, parce que lorsqu'ils ont rencontré Mick l'Américain au milieu des Chonos, évidemment, à cause de la guerre, etc., les Anglais à l'époque, c'était pas la première langue qu'on apprenait à l'école. Et donc, en revanche, Maître Jean avait été attrapé quand il était jeune mousse en 1815 par les Anglais pendant une bataille navale, et il avait été mis en prison en Angleterre. Et pendant cette année de prison, lui, le vieux briscard, le vieux marin, savait parler un petit peu anglais. Donc grâce à ça, ils ont pu s'entendre avec l'Américain. Mais ce Maître Jean est le seul qui n'est pas retourné avec ses copains chercher les autres. Pourquoi ? Parce qu'il avait
une peur bleue des Kawashka, à cause des récits dont je parlais tout à l'heure. Il est rentré le premier au Havre, et au Havre, l'histoire de la défi à partir du moment où on a su qu'il y avait eu un naufrage, parce que les navigations pour revenir c'était 3 mois à peu près, et bien quand il y a eu la connaissance de ce naufrage, eh bien, il y a eu un feuilleton dans le journal du Havre qui s'est fait, et ça y est, on a retrouvé des marins, etc. Et lui a été le premier interviewé, et lui a raconté n'importe quoi, et d'ailleurs j'ai publié la coupure de presse dans le livre, et en gros il dit un jour les sauvages étaient là, ils étaient 250 en face de nous étions prêts à répandre chèrement notre vie, n'importe quoi, ils étaient 14, eux étaient 20 naufragés, donc voilà. Mais c'est pour montrer à quel point les histoires pouvaient vagabonder et s'amplifier d'une chose à l'autre. Donc ils vont tous rentrer. Alfred rentrera un peu plus tard à Bonport. Et lorsqu'il va rentrer, il va s'arrêter à Bordeaux avant de continuer sa carrière, comme je disais tout à l'heure. Il va d'abord être capitaine de concours chez un gros amateur qui s'appelait Marziou. Et puis ce Marziou va faire faillite. Alfred va prendre, après avoir arrêté de naviguer, va prendre les rênes de la compagnie maritime transatlantique. Il va être commandant de tout ça. Et puis au fil des temps, la compagnie transatlantique va passer de main en main. Aujourd'hui, ça s'appelle la CMA, CGM ou CMA. Et donc voilà. Et ce qui est marrant, c'est que je cherchais donc des histoires racontées par d'autres. Alors j'ai retrouvé au musée de la Marine un premier témoignage assez tôt, un premier témoignage d'un des passagers qui était resté à terre lorsque Alfred et les autres sont partis chercher des secours dans les annales maritimes au musée de la Marine. Et puis ensuite, on a retrouvé le brouillon d'Alfred qui faisait quand même un deuxième récit. Et puis en 2020, un jour, je reçois un message sur Facebook de quelqu'un qui me dit « Je vois que vous intéressez au naufrage de la Delphine. Il se trouve que j'ai acheté dans une vente aux enchères pour 30 € un petit manuscrit qui parle du naufrage de la Delphine. Je voulais savoir ce que c'était, etc. » Et il m'envoie donc un scan de son manuscrit. Et c'était intéressant parce que c'était l'histoire racontée par un des marins qui était resté à terre alors que les autres sont partis, avec plein d'anecdotes sur les chiens notamment qu'on ne connaissait pas encore véritablement. Mais c'est suite au fait que ce marin, à la fin de sa vie, voit Alfred, qui était également à la fin de sa vie. Alfred avait fait plusieurs manuscrits, visiblement, a dû en confier un à ce gars-là, qui a gardé toute la trame narrative, mais qui a rajouté dans les endroits où lui avait des choses à raconter, notamment ce qu'il faisait à bord de la Delphine, etc., etc. Et ce qui faisait que ça faisait un témoignage supplémentaire avec des dessins supplémentaires, ce qui a permis d'en comprendre un peu plus. Donc là voilà cette île que j'ai laissée derrière moi. J'espère bien y retourner. Je travaille dans ce sens en ce moment avec un collège de scientifiques, avec une association scientifique qui a l'habitude du Chili, qui va depuis 20 ans plus au sud, à Madre de Dios, où ils ont fait des enquêtes de spéléologie dans ces roches calcaires. On doit se voir d'ailleurs fin mars, début avril, on fait une réunion pour se demander qu'est-ce qu'on pourrait imaginer. C'est vrai qu'il y a un des archéologues stars en France qui s'appelle Luc Long, qui est la personne qui a découvert dans le Rhône le buste de César, qui me dit écoute, de ce que je lis, de ce que je crois, de ce que je pense, il semblerait qu'on puisse retrouver l'épave. Bon. Donc on en est là, on avance avec ça. J'espère bien pouvoir y retourner. Ce serait pour l'instant fixé à début 2026, sous réserve évidemment qu'on trouve le budget qui nous permette de nous y rendre, parce que vous imaginez que tout ça n'est pas gratuit. Voilà. Et voilà, et donc du coup, sont nés de cette histoire-là un gros livre qui est posé là, Retour à Campana, qui raconte non seulement l'histoire d'Alfred, mais en plus l'histoire de l'expédition, comment ça s'est créé, etc. Dans lequel il y a aussi l'intégralité du manuscrit qui a été reproduit, parce que c'est une source historique importante, donc il faut qu'elle soit accessible. Et puis le livre Le naufrage de la Delphine, dans lequel il y a également le naufrage, mais aussi les recherches historiques qui vont de la découverte du Cap Horn jusqu'au moment du naufrage, pour qu'on comprenne l'évolution de la marine à cette époque-là, et qui continue pour qu'on comprenne comment justement ces pionniers en fait étaient les derniers pionniers à la voile qui ont été remplacés par d'autres par la suite.
Voilà, donc si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Si vous voulez voir les livres, ils sont posés là. Et il y a même des tirages photos que j'ai fait de livres si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci beaucoup.